Imaginez le monde d'il y a 2 millions d'années, lorsqu'une espèce humaine remarquable arpentait la Terre. Il ne s'agissait pas d'humains modernes comme nous, mais d'une espèce vouée à exister, presque 20 fois plus longue que la nôtre. Leur histoire n'est pas seulement fascinante, c'est le plus grand récit de réussite et la résilience de l'humanité. Voici Homo erectus, sans conteste l'espèce humaine la plus prospère de l'histoire. Si vous regardez des vidéos comme celle-ci pour vous endormir, c'est précisément pour ça que je l'ai fait. Vous pouvez donc vous abonner et me dire où vous êtes et quelle heure il est. Je lis les commentaires et il s'avère que quelqu'un à Berlin prend son petit déjeuner, tandis qu'une autre personne à Boston se prépare déjà à aller au lit. Et tout cela en même temps. Mais qu'est-ce qui rend leur voyage si exceptionnel? Ils ont parcouru cette planète pendant 2 millions d'années, un laps de temps stupéfiant. 2 millions d'années. C'est une période tellement immense qu'il est difficile pour notre esprit de la concevoir. En comparaison, notre propre espèce, Homo sapiens, n'existe que depuis environ 300 000 ans. À l'échelle de l'évolution, nous sommes de parfaits nouveaux venus. Quant à Homo erectus, ces incroyables humains préhistoriques, ils ont dominé les vastes étendues de la Terre sur 3 continents pendant si longtemps que toute notre histoire semble insignifiante en comparaison. Nous allons maintenant voyager dans le temps et découvrir comment vivaient ces peuples anciens, à quoi ils ressemblaient, comment ils pensaient et pourquoi ils sont si importants pour notre compréhension de ce que signifie être humain. Vous apprendrez pourquoi de nombreux scientifiques considèrent Homo erectus comme la première espèce véritablement humaine de notre histoire évolutive, car elle nous ressemblait plus que toute autre créature qui l'a précédée. Elle nous ressemblait beaucoup physiquement, se déplaçait comme nous et communiquait probablement de manière remarquablement similaire à la nôtre. Et voici ce qui est véritablement étonnant. Il ne s'agissait pas d'hommes primitifs vivant dans des cavernes, se déplaçant maladroitement avec des outils rudimentaires. De récentes découvertes ont révélé à quel point leur capacité était avancée. Ils fabriquaient des outils de pierre complexes, construisaient des abris et, semble-t-il, prenaient même soin des membres âgés et affaiblis de leur groupe. Leur résilience face au changement climatique et aux dangereux prédateurs pendant plus de 2 millions d'années a littéralement jeté les bases de notre existence actuelle. Prenons conscience de l'ampleur de leur incroyable parcours. L'Homo erectus est apparu il y a environ 2 millions d'années et a persisté jusqu'à il y a près de 100 000 ans. En effet, les dernières populations d'Homo erectus vivaient encore sur Terre, alors même que notre propre espèce commençait à peine à se répandre sur la planète. Les plus récents restes connus d'Homo erectus ont été découverts à Ngandong, sur l'île de Java, en Indonésie. Sur ce site, des archéologues ont découvert 12 calottes crâniennes et 2 tibias, datant d'environ 108 000 à 117 000 ans. Cette découverte soulève une question fascinante. Homo erectus et Homo sapiens se sont-ils jamais rencontrés? Nos ancêtres directs auraient-ils pu croiser ces humains anciens qui ont dominé la planète pendant si longtemps avant notre apparition? Cette hypothèse intrigante captive les chercheurs depuis des décennies. On sait que l'Homo sapiens a quitté l'Afrique pour l'Europe et l'Asie il y a environ 90 000 ans. Cependant, de nouvelles découvertes repoussent sans cesse cette date. Un fossile d'Homo sapiens, trouvé dans la grotte de Misley, en Israël, est daté entre 177 000 et 194 000 ans. Cela suggère que les humains ont quitté l'Afrique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Mais ce n'est pas tout. Les plus anciennes traces d'Homo sapiens à Java, où Homo erectus a persisté le plus longtemps, remontent à 60 000 à 70 000 ans. Il semble donc, malheureusement, que l'Homo erectus ait disparu de Java avant l'arrivée de l'homme moderne. Et,
À vrai dire, aucune preuve fossile n'a encore été découverte nulle part dans le monde qui confirme définitivement un contact direct entre l'Homo erectus et l'homme moderne. Mais il y a un rebondissement dans cette histoire, et il provient d'une source pour le moins inattendue. Les poux. Oui, vous avez bien entendu. Selon une étude publiée dans la revue Biology de la Public Library of Science, les poux de tête humain descendent de deux lignées anciennes qui ont divergé il y a environ 180 000 ans. À cette époque, Homo erectus était déjà florissant, mais Homo sapiens n'existait pas encore. L'une de ces lignées de poux de tête est présente dans le monde entier et a connu un déclin démographique brutal il y a environ 100 000 ans, coïncidant avec la dispersion des humains modernes. L'autre lignée, que l'on trouve exclusivement en Amérique du Nord et du Sud, est restée distincte pendant 1,18 million d'années. La séparation de ces lignées coïncide avec la divergence des premières espèces humaines, ce qui signifie que les poux ont pu coévoluer avec différentes espèces humaines. Si ces poux ont effectivement évolué aux côtés d'Homo erectus il y a 1180 000 ans, leur présence chez l'homme moderne impliquerait une transmission directe, nécessitant un contact physique entre Homo erectus et les premiers Homo sapiens. Cependant, les fossiles ne confirment pas ces rencontres, ce qui rend les scientifiques sceptiques quant à cette théorie. La question des poux demeure l'un des nombreux mystères de l'homme préhistorique que les chercheurs n'ont pas encore résolu. Les premiers restes d'Homo erectus furent découverts en 1891 par le néerlandais Eugène Dubois. Après des années de recherche en Indonésie pour trouver le chaînon manquant entre les singes et les humains, il découvrit un crâne bien conservé à Trinil, sur les rives du fleuve Solo, sur l'île de Java. Ce spécimen présentait des arcades sourcilières marquées, un front fuyant et une apophyse crânienne inclinée. Dubois soutenait que ces caractéristiques représentaient un lien évolutif entre les grands singes et l'homme moderne. Dans un premier temps, d'autres scientifiques rejetèrent ces conclusions. Cependant, la justesse de sa théorie fut confirmée par la suite, lorsque des restes similaires d'Homo erectus furent découverts en Chine dans les années 1920 et 1930. Ces découvertes ont prouvé que les chercheurs avaient bien affaire à une espèce humaine largement répandue, occupant de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Europe. L'une des caractéristiques les plus remarquables d'Homo erectus fut la croissance progressive de son cerveau au cours de l'évolution. Les premiers représentants de cette lignée avaient une capacité crânienne de 600 à 800 cm3. Le crâne D2-700, découvert à Dmanisi, en Géorgie, en est un exemple. Ses proportions étaient ne plus proches de celles des premiers australopithèques que de celles des humains plus récents. Mais au fil du temps, confrontés à de nouveaux défis environnementaux et à l'adaptation à différents habitats, ils ont considérablement augmenté la taille et la complexité de leur cerveau. Les crânes d'Homo erectus du Pléistocène moyen découverts en Afrique, en Asie et en Europe atteignent une capacité de 1230 cm3, soit environ le volume du cerveau d'Albert Einstein. Ce volume est stupéfiant, car un cerveau plus volumineux et plus complexe est capable de traiter et de stocker une quantité d'informations considérablement plus importante, ce qui ouvre la voie à des comportements plus complexes et à une plus grande capacité d'adaptation. Homo erectus possédait une apparence caractéristique qui le distinguait à la fois des espèces antérieures et des humains modernes. Il fut le premier humain à posséder un visage relativement plat et un nez nettement proéminent. On pense que ces caractéristiques l'aidaient à conserver l'humidité malgré la sécheresse de l'air dans une grande variété d'habitats. Cependant, contrairement à nous, son crâne était bas, plat et massif, avec des arcades sourcilières proéminentes.
Ces arcades sourcilières proéminentes fascinent les scientifiques depuis longtemps. Quelle était leur fonction? En 2004, les anthropologues Noel Boas et Russell Seo Chen ont proposé une explication surprenante. Ces traits pourraient être issus de coutumes culturelles. Homo erectus se battait avec les autres membres de sa tribu à coups de poing, de pierre ou de massue pour régler les différends ou se disputer des partenaires. La structure de son crâne semble parfaitement adaptée pour résister à des coups puissants. Une arcade sourcilière massive protégeait les yeux, se prolongeait par un pont osseux au-dessus des oreilles et s'étendait jusqu'à l'arrière de la tête. Cela permettait à un coup porté à n'importe laquelle de ces zones d'être réparti sur l'ensemble du crâne. Fait intéressant, de nombreuses calottes crâniennes fossilisées présentent des fractures graves qui auraient normalement entraîné un handicap important. Cependant, elles présentent également des signes de consolidation, indiquant que ces individus ont subi des traumatismes crâniens qui auraient pu être mortels. L'anthropologue Peter Brown a proposé une explication similaire pour l'épaisseur inhabituelle du crâne chez les aborigènes australiens modernes. Elle pourrait être liée à un rituel pratiqué par des tribus du centre et du sud-est de l'Australie, où les adversaires s'affrontaient à coups de massue jusqu'à perdre connaissance. Ainsi, les arcades sourcilières proéminentes auraient pu servir à la fois de signal social de force et de domination et de défense pratique, renforçant le crâne lors des impacts. À mesure que les humains approchèrent de leur apparence moderne, ces traits marqués s'estompaient progressivement. L'interaction sociale et la capacité à déceler les émotions subtiles sur les visages d'autrui prenant une importance croissante. Toute la structure de notre visage s'est transformée pour privilégier la communication à la défense physique. Les mâchoires d'Homo erectus étaient également beaucoup plus massives que les nôtres, larges et épaisses, sans menton proéminent. De toutes les espèces humaines primitives, Homo erectus possédait l'émail dentaire le plus fin. L'émail protège les dents des caries lors de la mastication d'aliments durs, mais il rend également difficile la découpe efficace de ces aliments. Sa mâchoire inférieure était sensiblement plus épaisse que celle des humains modernes et des grands singes actuels. Cela permettait de résister à la torsion lors de la mastication et de supporter des forces particulièrement importantes pendant l'alimentation. Il est intéressant de noter que ces cavités sont plus fréquentes sur les prémolaires et les molaires d'Homo erectus que chez les espèces plus anciennes, comme Homo habilis. Ceci suggère un régime alimentaire riche en aliments cassants et durs. Ces outils perfectionnés lui permettaient probablement de transformer une bien plus grande variété d'aliments que ses prédécesseurs. À l'instar des humains modernes, Homo erectus présentait une grande variabilité de taille. Sa hauteur variait de 1,45 m à 1,85 m et son poids de 40 à 68 kg. Ces différences s'expliquaient probablement par le climat régional, les taux de mortalité et la qualité de l'alimentation. Chez les primates, une telle plasticité phénotypique, la capacité de modifier significativement ses caractéristiques physiques en réponse aux influences environnementales, est extrêmement rare. Elle est caractéristique uniquement de l'homme moderne et d'Homo erectus. L'Homo erectus présentait un dimorphisme sexuel, avec des différences notables de taille et parfois d'autres caractéristiques physiques entre les mâles et les femelles. En général, les mâles étaient nettement plus grands et plus robustes que les femelles. Les fossiles attestent de ce dimorphisme sexuel, notamment par des différences de taille et de structure du squelette. Des empreintes datant de plus de 971 500 ans, laissées par au moins 20 individus différents près d'Illiret, au Kenya, montrent que le dimorphisme sexuel chez Homo erectus était plus marqué que chez Homo sapiens moderne, mais moins que chez les gorilles et des espèces disparues
comme Australopithecus africanus et le robuste Paranthropus. Ces empreintes offrent un aperçu unique d'une étape de transition importante dans le comportement social des hominines. Elles révèlent une structure de groupe qui occupait une position intermédiaire entre la domination masculine marquée des grands singes et les relations plus égalitaires des humains modernes. Ces mêmes traces révèlent une caractéristique remarquable de la locomotion d'Homo erectus. Elles démontrent qu'il fut la première espèce de la lignée humaine à présenter une démarche moderne. Les vestiges squelettiques indiquent que la configuration et les proportions de ses membres étaient globalement similaires aux nôtres. Ce type de locomotion était bien plus efficace sur de longues distances que la démarche des espèces humaines antérieures. Homo erectus fut également le premier de notre lignée à acquérir une articulation de l'épaule de type moderne, permettant de projeter des objets à grande vitesse. Cela lui conféra un avantage évolutif considérable. Il pouvait lancer des pierres, des lances en bois et d'autres armes avec précision et force, ce qui facilitait la chasse au gros gibier pour sa viande nutritive et calorique. Ses ancêtres, comme Homo habilis, étaient très différents à cet égard. Leurs épaules ressemblaient encore à celles des chimpanzés et étaient mal adaptées au lancer précis. L'étude des fossiles révèle qu'Homo erectus a marqué un tournant décisif dans l'évolution humaine. Bien que distinct de nous à bien des égards, il avait déjà développé tout un ensemble d'adaptations physiques et mentales qui allaient façonner l'évolution future de la lignée humaine pendant des millions d'années. Il ne s'agissait pas simplement de versions légèrement améliorées des hominines antérieures, mais d'un type humain entièrement nouveau, doté d'un corps conçu pour l'endurance, la précision et l'adaptabilité. Mais ces caractéristiques physiques n'étaient que le point de départ de ce qui a fait le succès d'Homo erectus. Dans la section suivante, nous examinerons l'une de ses caractéristiques les plus inhabituelles et inattendues, son absence quasi totale de fourrure. Nous verrons comment cette adaptation, en apparence simple, a pu jouer un rôle décisif dans sa réussite évolutive et ouvrir la voie au développement du cerveau volumineux, qui allait devenir la marque distinctive de notre espèce. Nous examinerons également de plus près leurs outils extraordinaires, leurs techniques de chasse et leurs systèmes sociaux. Tout ce qui a contribué à faire d'eux l'espèce humaine la plus prospère de l'histoire de l'évolution. Poursuivez avec moi cet incroyable voyage à travers le temps pour mieux comprendre nos ancêtres les plus brillants. Nous, les humains, sommes des primates et des mammifères, mais nous possédons une caractéristique singulière qui nous distingue de la plupart de nos cousins. Une peau presque glabre. Ce trait se retrouve chez les mammifères aquatiques comme les baleines et les dauphins, ainsi que chez les éléphants. Cependant, la plupart des primates et autres mammifères sont recouverts d'une épaisse fourrure. Alors, quand et pourquoi les humains ont-ils perdu leurs poils? Il s'avère que Homo erectus a été le premier membre du genre Homo à développer une peau presque glabre. Les recherches suggèrent que cette adaptation est apparue il y a au moins 1,2 million d'années. Pour comprendre pourquoi les humains ont beaucoup moins de poils que les autres primates, il est important de se rappeler que la fourrure des mammifères ne sert pas uniquement à l'ornementation. Elle protège la peau des blessures, des parasites, de la chaleur, du froid et des rayons ultraviolets. Pourquoi les premiers humains ont-ils commencé à perdre une protection aussi efficace? L'explication évolutionniste la plus courante repose sur la dissipation de la chaleur. Lorsque les premiers humains ont quitté les forêts ombragées pour la savane ouverte, la perte de fourrure et l'augmentation du nombre de glandes sudoripares leur ont permis de mieux refroidir leur corps lors d'efforts physiques prolongés. Cette transition vers un nouvel environnement a également entraîné d'importants changements alimentaires. D'un régime principalement végétal, ils se sont progressivement tournés vers la chasse.
La chasse aux proies à travers la savane brûlante a considérablement accru le besoin d'un refroidissement corporel efficace. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'anthropologue et paléobiologiste Nina Jablonski suggère que la capacité d'évacuer l'excès de chaleur par une transpiration abondante a permis un développement significatif du cerveau, l'organe le plus sensible à la chaleur du corps humain. Il s'avère que la perte de cheveux ne nous a pas seulement permis de rester au frais. Elle a peut-être ouvert la voie à d'autres changements physiques et comportementaux qui ont progressivement différencié les humains des autres primates. Certains chercheurs pensent que ces changements ont été accélérés par la sélection sexuelle. En choisissant des partenaires moins poilus, Homo erectus a peut-être accentué les changements initialement induits par la sélection naturelle. Cette adaptation soulève une autre question fascinante. Qu'est-il advenu de la couleur de la peau? La plupart des mammifères ont la peau claire dissimulée sous leur pelage, et les biologistes pensent que c'était également le cas chez les premiers ancêtres de l'homme. Mais avec l'apparition d'Homo erectus, la situation a changé. L'analyse génétique montre qu'une activité accrue du récepteur de type 1 du gène de la mélanocarcinomatose, responsable de la pigmentation foncée de la peau, est apparue chez Homo erectus il y a environ 1,2 million d'années. La mélanine, pigment foncé, a joué un rôle de protection solaire naturelle, contribuant à prévenir les dommages cutanés et à réduire le risque de maladies comme le cancer de la peau dans les régions à fort rayonnement solaire. La peau foncée offrait un avantage aux humains bipèdes, les protégeant mieux des rayons brûlants du soleil. Cependant, lors de leur migration vers des latitudes plus élevées, où le soleil était moins intense, certaines populations ont pu développer une peau plus claire pour éviter une carence en vitamine D. Rappelons comment les humains modernes se sont dispersés. Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, sous le soleil tropical, puis ont migré vers l'Asie et se sont répandus à travers l'Europe. Homo erectus a eu encore plus de temps pour se répandre en Asie et en Europe et s'y adapter. Il est donc probable que sa carnation ait varié avec autant de souplesse que celle des populations humaines modernes. Cette théorie est étayée par un fossile d'Homo erectus découvert en Turquie, daté entre 300 000 et 500 000 ans. On lui a diagnostiqué le plus ancien cas connu de méningite tuberculeuse, une maladie souvent aggravée par une carence en vitamine D chez les personnes à peau foncée vivant aux hautes latitudes. Cet individu a peut-être conservé une peau foncée dans des conditions où une peau plus claire aurait été avantageuse. Cela pourrait indiquer que l'adaptation de la couleur de la peau était encore en cours chez les populations septentrionales d'Homo erectus. Un autre aspect intéressant de la biologie d'Homo erectus concerne le développement cérébral. Le nourrisson Homo erectus connu sous le nom de Mojocerta in, découvert à Java et mort à l'âge d'1 an environ, il y a 1,8 million d'années, possédait un cerveau qui atteignait déjà 72 à 84% de la taille moyenne du cerveau adulte. À titre de comparaison, le cerveau des enfants d'1 an d'aujourd'hui n'atteint généralement que la moitié de sa taille adulte. Ce constat est surprenant. Le cerveau d'Homo erectus s'est développé plus rapidement et s'est apparenté davantage à celui des grands singes qu'au nôtre. Cela suggère que ses capacités mentales n'étaient probablement pas comparables à celles des humains modernes. Notre longue enfance et notre dépendance prolongée envers les adultes, associées à une maturation cérébrale lente, sont apparues bien plus tard, peut-être chez l'ancêtre commun des humains modernes et des néandertaliens. Bien que l'Homo erectus n'ait pas atteint l'intelligence de l'homme moderne, il a jadis occupé le sommet de la hiérarchie cognitive planétaire. Son cerveau volumineux et ses outils sophistiqués témoignent d'une capacité à résoudre des problèmes et d'une complexité sociale bien supérieure
à celles observées chez les espèces humaines antérieures. Certains scientifiques distinguent l'Homo erectus africain, qu'ils appellent Homo systema, de la forme asiatique, considéré comme un Homo erectus au sens strict, en raison de subtiles différences entre les deux. Par exemple, les individus africains avaient généralement un visage plus allongé et des orbites plus étroites. Cependant, il est important de rappeler que l'apparence des humains modernes varie également selon les régions, mais cela ne nous classe pas en espèces distinctes. C'est pourquoi de nombreux scientifiques regroupent aujourd'hui toutes ces formes sous le nom de Homo erectus. Cela correspond mieux à la taxonomie et simplifie l'étude de leur histoire évolutive. À propos d'évolution, d'où vient Homo erectus? Il est généralement admis qu'il descend d'une espèce antérieure, Homo habilis, l'un des premiers membres du genre Homo à avoir conservé des caractéristiques simiesques, notamment de longs bras et un visage légèrement proéminent. Cette transition s'est produite il y a environ 2 millions d'années. Cependant, cette chronologie simpliste est remise en question car les restes fossiles de Homo habilis et de Homo erectus indiquent que les deux espèces ont coexisté pendant au moins un demi-million d'années. Cela pourrait signifier qu'un seul groupe isolé de Homo habilis a évolué en Homo erectus, tandis que le reste de la population est resté inchangé. Il existe une autre possibilité. Homo erectus aurait évolué à partir d'une espèce primitive du genre Homo encore inconnue. Son origine reste également un sujet de vif débat, car des restes datant d'environ 2 millions d'années ont été découverts en Afrique et en Chine. Une étude de 2011 suggère que l'Homo habilis fut le premier à migrer d'Afrique vers l'Asie occidentale. Les premiers Homo erectus y émergèrent, puis se répandirent en Asie de l'Est et du Sud-Est, avant de retourner en Afrique, où leurs descendants donnèrent naissance à l'Homo sapiens. D'autres études indiquent que l'Homo erectus a évolué en Afrique et que ces populations distinctes ont ensuite donné naissance à des hominines plus récents, notamment l'Homo heidelbergensis, et finalement à notre espèce, l'Homo sapiens. Au début de son histoire, il y a environ 1,9 million d'années, Homo erectus vivait en Afrique de l'Est aux côtés de plusieurs autres espèces humaines primitives, notamment Homo rudolfensis, Homo habilis et Paranthropus boisa. Des restes de ces différentes espèces sont parfois même découverts sur les mêmes sites, ce qui suggère qu'elles partageaient des territoires et des ressources. Plus tard, il y a environ 100 000 ans, Homo erectus a peut-être coexisté en Indonésie avec Homo floresiensis. Compte tenu de la chronologie et du contexte géographique, il est fort probable qu'Homo erectus ait également rencontré les énigmatiques Denisoviens en Asie du Sud-Est, voire se soit croisé avec eux. Ceci pourrait expliquer les régions dites fantômes du génome découvertes dans des restes dénisoviens, dont le matériel génétique a pu être extrait d'une seule phalange de l'auriculaire et de 2 molaires trouvés dans la grotte de Denisova en Sibérie. Comment Homo erectus chassait-il et se nourrissait-il? L'une des principales stratégies pour obtenir de la viande pourrait avoir été la chasse par attrition. L'Homo erectus, avec sa silhouette élancée et sa peau quasiment glabre, pouvait se rafraîchir efficacement par la transpiration lors de longues poursuites. Il pouvait probablement courir jusqu'à 5h30 sans boire. Cet atout lui conférait un avantage considérable. Il pouvait épuiser ses proies, ce qui faisait de lui un chasseur redoutable. Les méthodes de chasse et le choix des animaux dépendaient des ressources de chaque région. Mais Homo erectus semble avoir été un chasseur-cueilleur polyvalent, chassant une grande variété d'animaux. Les découvertes archéologiques indiquent qu'il chassait des oiseaux, des cerfs, des sangliers et même des éléphants.
En 1988, près de lac Gisaili au Kenya, des scientifiques ont mis au jour les restes d'un éléphant, de nombreux squelettes démembrés de babouins géants disparus et 400 outils en éclats. Les découvertes sont datées entre 790, 900 et 792 000 ans. De nombreux ossements portaient des traces évidentes de coupures et les membres des animaux étaient manquants. Si ces animaux ont effectivement été tués lors d'une chasse, ils ont été retrouvés déjà morts. Vaincre des créatures aussi puissantes aurait exigé une habileté considérable. Cela signifie qu'Homo erectus pratiquait probablement la chasse collective, ce qui suggère l'existence d'un langage primitif ou d'un autre système de communication. On peut supposer que, comme chez les chasseurs-cueilleurs modernes, tels que les Sangs d'Afrique et les aborigènes d'Australie, la viande issue de la chasse ne constituait qu'une partie de son alimentation. Parmi ces autres sources de nourriture figuraient probablement les serpents, les oiseaux et leurs œufs, les criquets, les scorpions, les mille-pattes, les tortues, les rongeurs, les hérissons, les poissons et les crustacés. Nombre de ces animaux pouvaient même être capturés par des enfants, comme c'est encore le cas aujourd'hui dans le désert du Kalahari en Afrique, avant d'être autorisés à accompagner des hommes adultes lors de chasses plus périlleuses. Les végétaux, notamment les feuilles charnues, les fruits, les noix, les racines et les tubercules, jouaient probablement un rôle important. Par exemple, des grappes de graines de mycocoulier ont été retrouvées dans les dépôts des grottes de Zhoukoutian en Chine, où ont été découverts les célèbres restes de l'homme de Pékin, une forme locale d'Homo erectus. Il ne fait guère de doute que l'Homo erectus était omnivore et adoptait une stratégie alimentaire flexible et opportuniste. L'homme moderne possède le régime alimentaire le plus varié de tous les primates vivants, et l'Homo erectus fut probablement l'une des premières espèces humaines à développer cette caractéristique. Cela lui conféra une adaptabilité et une flexibilité évolutive exceptionnelles. Bien que Homo erectus ait été un chasseur habile pour son époque, il était probablement la proie des redoutables prédateurs qui vivaient à proximité. Les 2/3 des restes d'Homo erectus découverts à Longshan, en Chine, présentent des blessures compatibles avec les dents de carnivores, très probablement des hyènes. Un crâne d'Homo erectus bien fossilisé et fragmenté, provenant de Longshan, porte des marques de perforation qui correspondent parfaitement aux dents de la hyène géante à face courte, Pachycrocuta brevi, aujourd'hui disparue. Dans une autre grotte, la grotte de Zhoukoutian en Chine, des restes d'Homo erectus ont été découverts éparpillés sur une surface allant jusqu'à 9 mètres de diamètre. L'analyse a révélé que 67% de ces restes portaient des marques de morsures ou d'autres blessures infligées par de grands mammifères prédateurs. Du fait de la présence constante de dangereux prédateurs, Homo erectus vivait probablement dans un climat de forte compétition et de vigilance permanente, éprouvant une peur constante et la nécessité d'être sur ses gardes. La capacité de former des groupes et de se défendre ensemble constituait un avantage décisif, mais certains individus malchanceux étaient néanmoins voués à devenir la proie de prédateurs ancestraux. Quels outils utilisait Homo erectus? Au début, il s'agissait de haches à main simple mais efficaces pour la chasse et le dépeçage. Plus tard, elles devinrent de plus en plus complexes, témoignant d'un progrès significatif en matière de technologie et de capacité mentale chez ces premiers humains. Les plus anciens bifaces associés à Homo erectus appartiennent à un type d'outil retrouvé en grand nombre dans les gorges d'Aldouaï, en Tanzanie. Ces outils d'Aldouaï se caractérisaient par une conception simple et étaient principalement fabriqués à partir de noyaux de pierre. Des galets de rivière ou des pierres similaires servaient de noyaux. Ces outils étaient frappés avec un marteau de pierre arrondi, créant des éclats conchoïdaux.
On enlevait ensuite des éclats d'un côté pour obtenir un tranchant, souvent une pointe acérée. L'extrémité non tranchante de l'outil est appelée extrémité proche et l'extrémité pointue, extrémité éloignée. Dans la technique de frappe al-douaï, les outils étaient tenus par l'extrémité proche. Les hominidés frappaient avec force l'extrémité tranchante de leur outil contre l'objet qu'ils souhaitaient séparer ou fendre, comme un os ou un tubercule. Plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, le développement des outils d'Homo erectus a conduit à la création de bifaces plus complexes, appelés aqueuléens, d'après le site de Saint-Aqueul en France. Ces outils sont apparus il y a environ 1760 000 ans. Contrairement aux outils à nucléus, les outils acheuléens étaient taillés sur les deux faces de la pierre. La forme la plus connue était le biface. Les premiers bifaces acheuléens sont apparus dans la région du Turkana occidental au Kenya et, à peu près à la même époque, en Afrique australe. Plus grands et plus lourds, ces bifaces possédaient un tranchant aiguisé, obtenu par un coup porté de deux côtés opposés, leur conférant une forme de larme. Les outils d'Al-Diwan étaient souvent créés par un coup chanceux, probablement spontané, produisant un seul tranchant. Un outil acheuléen, en revanche, était le fruit d'un processus de fabrication complexe et prémédité. L'artisan choisissait d'abord une pièce brute, une grande pierre ou un éclat détaché d'un bloc plus important. De cette pièce, il prélevait de grands éclats qu'il utilisait ensuite comme base pour les étapes de transformation suivantes. Plaçant l'ébauche sur la tranche sur une enclume, l'artisan frappait le bord exposé avec un marteau dur, en visant le centre, ce qui lui donnait une forme grossière. L'ébauche était ensuite retravaillée ou retouchée avec un maillet souple, en bois ou en os. On obtenait ainsi un outil soigneusement martelé, composé de deux surfaces convexes, se rejoignant pour former un tranchant. Ces bifaces acheuléens plus complexes ont été utilisés pendant plus d'1 million d'années et sont restés pratiquement inchangés par rapport aux modèles précédents. Cela témoigne de leur efficacité et suggère qu'il était peu nécessaire d'améliorer leur conception. Bien que les restes des artisans eux-mêmes ne soient pas toujours conservés avec les outils, les bifaces reflètent clairement le développement de l'ingéniosité, du savoir-faire, de l'intelligence accumulée et des comportements sociaux au sein des sociétés humaines anciennes pendant plus d'1 million d'années. Homo erectus fabriquait également d'autres outils. Des outils en coquillage ont été découverts sur les sites de Samgueran et de Trénil, des pierres arrondies mesurant de 6 à 12 cm et de 2,4 à 4,7 cm de diamètre sont courantes sur les sites du Paléolithique inférieur en Afrique et en Chine. Il est possible qu'ils aient été utilisés dans la fabrication de bolos, armes de jet composées de poids reliés par des lanières ou des cordes, servant à capturer des proies. Mais Homo erectus construisait-il des abris? Les découvertes indiquent qu'il en construisait effectivement. On a retrouvé des traces de huttes pouvant atteindre 15 mètres de long, construites à partir de branches, dont le sol était parfois recouvert de dalles de pierre ou de peaux d'animaux. Les premières habitations consistaient probablement en de simples abris coupe-vent faits de peaux tendues sur une armature. Le plus ancien abri connu de cette période a été découvert en 1960 sur le site de Terra Amata, près de Nice, en France. Il se composait de 12 structures ovales distinctes, mesurant de 8 à 15 mètres de long et de 4 à 6 mètres de large. Homo erectus utilisait le feu pour se chauffer. Les huttes étaient entourées de petites pierres, formant un cordon coupe-feu le long des fosses creusées où était stocké le bois de chauffage. Un autre site remarquable a été découvert près de l'actuel Bilzingsleben, dans l'est de l'Allemagne, il y a environ 350 000 ans. Des populations anciennes vivaient à cet endroit.
On les considère généralement comme appartenant au genre Homo erectus, bien que certains chercheurs les classent comme Homo heidelbergensis. Elles construisaient des abris semblables à ceux des Bushmen d'Afrique australe, des structures circulaires de 2,7 à 4 mètres de diamètre, reposant sur une base d'os et de pierre. Au centre de chaque cercle, les archéologues ont découvert une défense d'éléphant qui, selon eux, aurait pu servir de support central. Ces découvertes révèlent une espèce au comportement bien plus complexe qu'on ne l'imaginait, capable de modifier son environnement, de créer des abris, d'utiliser le feu pour se réchauffer et se protéger, et d'organiser ses habitats, de manière à témoigner clairement d'une organisation sociale et d'une coopération. Dans la section suivante, nous examinerons l'une des technologies les plus révolutionnaires maîtrisées par Homo erectus, le feu, et verrons comment cette découverte a fondamentalement modifié le cours de l'évolution humaine. L'une des réalisations les plus révolutionnaires de la culture Homo erectus fut la maîtrise du feu. L'utilisation contrôlée des flammes a profondément transformé l'évolution humaine, permettant à l'homme de se défendre contre les prédateurs, de veiller après le coucher du soleil, de cuire ses aliments et, au fil du temps, de coloniser les régions plus froides de la planète. La capacité de produire et d'entretenir le feu a conféré à Homo erectus un contrôle sans précédent sur son environnement et son alimentation. Un contrôle qu'aucune espèce antérieure n'avait atteint. La cuisson est devenue primordiale. La viande cuite est non seulement plus sûre, car elle contient moins d'agents pathogènes, mais elle est aussi beaucoup plus facile à digérer. La cuisson décompose les fibres dures de la viande et des végétaux, ce qui permet une meilleure absorption des nutriments et une digestion plus rapide. C'est peut-être ce qui a contribué à la taille réduite de l'intestin chez Homo erectus par rapport aux gaménides antérieurs, libérant ainsi de l'énergie pour le développement cérébral. Mais la date exacte à laquelle nos ancêtres ont maîtrisé le feu reste l'un des sujets de débat les plus passionnés en paléoanthropologie. Pourquoi? Parce que les traces de feu persistent rarement longtemps, et encore moins pendant des centaines de milliers ou des millions d'années. Malgré ces difficultés, Homo erectus est généralement considéré comme le premier ancêtre humain à avoir utilisé le feu, bien que la datation exacte demeure controversée. Parmi les plus anciens sites présumés d'utilisation du feu figure Kobifora au Kenya, datant d'environ 1,5 million d'années, et la grotte de Wonderwerk en Afrique du Sud, où des traces de feu contrôlées remontent à 1,7 million d'années. Cependant, ces datations anciennes restent sujettes à débat, et certains chercheurs estiment que les preuves sont insuffisantes. On pense que les premiers Homo erectus, capables de maîtriser le feu, n'étaient pas encore capables de l'allumer eux-mêmes, mais se contentaient de transporter des flammes naturelles et de les entretenir le plus longtemps possible. Ils capturaient peut-être le feu après la foudre ou des feux de forêt, puis le conservaient soigneusement. Cela impliquait la connaissance de matériaux à combustion lente, comme la bouse, qui pouvaient entretenir une combustion lente pendant longtemps. Il est intéressant de noter qu'après la période comprise entre 400 000 et 300 000 ans avant notre ère, les traces de feu deviennent nettement plus fréquentes dans les vestiges archéologiques. Cette forte augmentation pourrait indiquer soit une amélioration des techniques d'allumage du feu, soit que, avant cette période, nos ancêtres n'utilisaient le feu qu'occasionnellement et n'ont appris que plus tard à le maîtriser. Il est tout à fait possible que les techniques d'allumage du feu aient été inventées, oubliées et réinventées à plusieurs reprises au sein de différentes communautés d'Homo erectus, plutôt que d'émerger en un seul lieu, puis de se diffuser dans toute leur aire de répartition. Les outils pour faire du feu sont mal conservés, ce qui rend extrêmement difficile d'établir la vérité. Les plus anciens foyers incontestables, c'est-à-dire des fosses à feu construites intentionnellement, ont été découverts sur le site
de Gesher Benot Yaakov en Israël et date de plus de 700 000 ans. Ce qui rend ce site particulièrement convaincant, c'est la présence de traces de feu dans plusieurs couches archéologiques à proximité de l'eau. Cette combinaison est inhabituelle pour les feux de forêt. Il s'agit donc très probablement d'un cas d'utilisation intentionnelle et contrôlée du feu. Cela a également eu de profondes conséquences sociales. La longue tradition humaine de se réunir autour d'un feu de camp pour raconter des histoires a probablement commencé avec Homo erectus. Ce passe-temps a probablement influencé de manière significative le développement des compétences sociales et peut-être la sophistication de la communication. Se réunissant le soir autour d'un feu sûr et chaleureux, les premiers humains bénéficiaient de nouvelles occasions de renforcer leurs liens, de partager leurs connaissances et d'élaborer des projets ensemble. Certains chercheurs suggèrent que l'essor de la communication au coin du feu a engendré le besoin d'exprimer des pensées plus complexes et a ainsi pu accélérer le développement d'un langage plus sophistiqué. La lumière du feu prolongeait la veille après la tombée de la nuit, libérant du temps pour des activités non directement liées à la survie. C'est peut-être ainsi qu'est née la culture, telle que nous la connaissons. Cependant, parallèlement aux progrès technologiques et sociaux, les découvertes archéologiques révèlent aussi des aspects plus sombres d'Homo erectus, nous obligeant à reconsidérer notre vision de ce peuple ancien. De nombreux crânes d'Homo erectus découverts en Inde présentent de multiples blessures à la tête. Celles-ci ont-elles été infligées lors d'affrontements entre groupes, de parties de chasse ou de rivalités internes à la communauté? Il n'existe pas de réponse définitive, mais ces blessures témoignent de la présence de violence dans leur vie. Plus inquiétant encore, des ossements humains ont été mis au jour sur certains sites, portant des marques de découpe compatibles avec les traces d'outils laissées par Homo erectus sur des carcasses d'animaux dépecés. De telles découvertes ont été faites de l'Afrique du Sud à la Croatie, ce qui a conduit certains scientifiques à supposer que le cannibalisme aurait pu faire partie du comportement humain pendant des centaines de milliers d'années. D'un point de vue évolutionniste, cela ne serait pas totalement surprenant. Il existe des preuves que même Homo sapiens a pratiqué le cannibalisme dans un passé relativement récent. Dans la grotte de Gouff, au Royaume-Uni, des anthropologues ont découvert des marques de morsures sur des ossements humains vieux de 15 000 ans, indiquant une consommation délibérée de chair humaine. À en juger par ces marques, les hommes préhistoriques cherchaient à extraire chaque millimètre de tissu musculaire nutritif. Les chercheurs ont également mis au jour des centaines de marques de découpe, des incisions rituelles sur les os et des crânes qui semblaient avoir été transformés en bols. De même, des crânes d'Homo erectus, vieux d'environ 500 000 ans, découverts dans les grottes de Longshan en Chine, semblent avoir été séparés de leur corps et conservés, peut-être comme trophée. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un rituel, destiné par exemple à s'approprier symboliquement la force ou les qualités du défunt. Cependant, les détracteurs de cette théorie estiment que les marques sur les crânes pourraient avoir été faites par des hyènes géantes et non par d'autres hominidés. L'Homo erectus pouvait-il parler? Cette question est liée à l'un des tournants les plus importants de l'évolution humaine, l'émergence du langage. Certains scientifiques pensent que l'Homo erectus devait posséder au moins un langage primitif, car il lui fallait coordonner la chasse collective et transmettre les connaissances relatives à la fabrication d'outils. Cependant, les zones de son cerveau associées au raisonnement, à la pensée symbolique et à l'imagination étaient moins développées que celles de l'homme moderne. Le lobe frontal, siège des processus de pensée complexes chez l'homme moderne, était relativement petit chez Homo erectus. De plus, le canal rachidien de leurs vertèbres était plus étroit que le nôtre, ce qui indique des connexions neuronales moins développées entre le cerveau et les muscles
contrôlant la respiration et la voix. De nombreux chercheurs pensent que le gène FOXP2, souvent appelé gène de la parole, n'avait pas encore sa forme actuelle chez Homo erectus. Ce gène joue un rôle crucial dans le développement du système nerveux nécessaire à la parole et au langage, et sa variante moderne n'est connue que chez l'homme et l'homme de Néandertal. Compte tenu de ses limitations anatomiques, de nombreux scientifiques suggèrent que l'Homo erectus communiquait par des sons simples, des gestes et des expressions faciales, plutôt que par un langage complexe doté d'une grammaire et d'une syntaxe. Il est possible qu'il disposât d'un petit nombre de sons distincts pour transmettre des informations essentielles sur les sources de nourriture, les dangers ou le statut des membres du groupe. Mais même sous cette forme rudimentaire, sa communication aurait constitué un progrès considérable par rapport aux hominines antérieurs. Par exemple, le savoir-faire nécessaire à la fabrication des outils en pierre d'Ochelon aurait été difficile à transmettre sans démonstration visuelle, complétée par des instructions orales. Si l'on conçoit les capacités langagières comme une échelle, le langage humain moderne se situant au sommet, alors Homo erectus occupait un niveau intermédiaire important. Il ne maîtrisait pas encore la communication abstraite et symbolique à laquelle nous sommes habitués, mais il surpassait déjà de loin tout ce qui avait existé auparavant. Autrement dit, si le langage moderne représente l'apogée de la technologie moderne, alors le langage d'Homo erectus peut être comparé à la Ford Model T, primitif selon nos critères, mais révolutionnaire pour son époque, jetant les bases des développements ultérieurs. Homo erectus a-t-il créé de l'art? Jusqu'à récemment, les plus anciennes traces d'art géométrique étaient datées entre 70 000 et 100 000 ans. Il s'agissait de motifs gravés dans des grottes sud-africaines, créés par les premiers Homo sapiens. Ces gravures étaient considérées comme un signe de modernité, une transition unique de notre espèce vers un monde complexe d'abstractions et de symboles. Mais une découverte remarquable a repoussé les origines de l'art bien plus loin dans le temps, peut-être jusqu'à l'époque d'Homo erectus. Un motif en zigzag datant d'environ 430 000 ans a été découvert sur une coquille fossilisée provenant de l'île de Java, en Indonésie. Il pourrait s'agir de la plus ancienne gravure connue au monde et témoigne de la précision gestuelle et, peut-être, de la pensée symbolique nécessaire à l'expression artistique chez Homo erectus. Le motif se compose d'un zigzag à 3 virages serrés, formant une figure en forme de M, de plusieurs lignes parallèles moins profondes et d'un autre zigzag à 2 virages, évoquant un méridien. La biologiste marine Joséphine Jordens et ses collègues ont conclu que la forme des zigzags, la structure interne des rainures et les variations de rugosité de la surface de la coquille indiquent une application intentionnelle de ces lignes avant l'enfouissement et l'altération de la coquille. La Vénus de Tantana et la Vénus de Bariatram, toutes deux datant du Pléistocène moyen, sont également considérées comme des témoignages possibles de l'expression artistique d'Homo erectus. On pense que ces objets ont été légèrement modifiés par Homo erectus pour ressembler à des figures humaines. L'altération naturelle leur a donné leur forme de base, mais certaines rainures, évoquant des cheveux, des membres et des yeux, semblent avoir été délibérément accentuées. Des traces de pigments ont été retrouvées sur la face avant de la première figurine, suggérant qu'elle a peut-être été peinte intentionnellement. De plus, Homo erectus est la première espèce humaine connue à avoir collecté intentionnellement des pigments rouges, principalement de l'ocre. Ce comportement est attesté depuis le Pléistocène moyen. Dans les gorges d'Aldouaï, en Tanzanie, des fragments d'ocre sont associés aux gaménies d'Aldouaï 9, datés de 1,4 million d'années, tandis qu'à Ambrona, en Espagne,
Des découvertes similaires remontent à une période comprise entre 374 000 et 424 000 ans. Dans les deux cas, l'ocre semble avoir été martelée à l'aide d'un marteau de pierre, ce qui a permis de la façonner et d'en travailler les bords. Sur le site de Terra Amata, en France, daté entre 325 000 et 425 000 ans, de l'ocre rouge, jaune et brune a été trouvé à proximité des vestiges de structures à piliers. L'ocre était probablement chauffé pour obtenir une telle variété de nuances. Bien qu'il soit difficile de déterminer si Homo erectus utilisait l'ocre à des fins pratiques, ces découvertes pourraient indiquer qu'Homo erectus fut la première espèce humaine à manifester un sens esthétique et à envisager des besoins autres que la simple survie. L'une des aptitudes les plus inattendues attribuées à Homo erectus est la navigation. Des artefacts Hochschild découverts sur des îles isolées, jamais reliées au continent durant le Pléistocène, suggèrent qu'Homo erectus naviguait déjà en mer il y a environ 1 million d'années. En Indonésie, Homo erectus atteignit les îles de Flores, Timor et Roti. Pour ce faire, il dut franchir le détroit de Lombok, également appelé ligne de Wallace, il y a au plus tard 800 000 ans. Ce voyage est loin d'être facile. Le détroit de Lombok, large de 38 km et profond de 250 mètres, est traversé par des courants extrêmement forts, car il constitue l'un des principaux passages du courant indonésien, reliant les deux grands océans, l'Indien et le Pacifique. Les différences de température et de niveau d'eau entre ces océans créent des conditions extrêmement dangereuses. Si Homo erectus a effectivement franchi ce détroit, cela indiquerait qu'il était capable de construire des embarcations sophistiquées et de naviguer en eau dangereuse. Ce niveau technologique dépasserait de loin celui qui lui était attribué jusqu'à présent. Un tel exploit suggérerait également des compétences de communication avancées. Pour coordonner leur voyage vers des îles lointaines, les hommes devaient ne posséder au moins un langage parlé afin de planifier et d'exécuter un périple aussi complexe. Des preuves archéologiques suggèrent également qu'Homo erectus prenait soin de la santé des membres de sa tribu et leur apportait un soutien social. Le plus ancien exemple probable de soins communautaires prodigués aux malades ou aux blessés serait un fossile d'Homo erectus découvert en Géorgie, datant d'il y a 1770 000 ans. En raison de son grand âge ou d'une maladie des gencives, il n'avait plus qu'une seule dent, ce qui représente le plus ancien cas connu de grave déficience masticatoire dans les archives fossiles. Malgré son incapacité à mâcher des aliments durs, cet individu a survécu plusieurs années après avoir perdu ses dents. Il se nourrissait probablement de végétaux ou d'animaux tendres, peut-être avec l'aide d'autres membres de son groupe. Un autre exemple frappant est celui d'un adolescent vieux de 1,5 million d'années, connu sous le nom de garçon de Turkana, chez qui une hernie discale juvénile a été diagnostiquée. Étant donné qu'il était encore en pleine croissance, cette affection a provoqué une légère courbure de la colonne vertébrale. Ce type d'affection entraîne généralement des douleurs lombaires récurrentes, une sciatique et des douleurs irradiant dans la jambe, ainsi que des difficultés à marcher, à se pencher et à effectuer d'autres mouvements du quotidien. Le fait que cet enfant ait survécu jusqu'à l'adolescence malgré ses limitations témoigne du soutien et de l'attention de la communauté. Le spécimen javanais, daté entre 700 000 et 1 million d'années, présente un ostéophyte, excroissance osseuse, notable sur le fémur, probablement associé à la maladie de Paget et à l'ostéopétrose, un épaississement anormal des os. Ces anomalies résultent vraisemblablement d'une fluorose squelettique causée par une contamination alimentaire à des cendres volcaniques fluorées, les restes ayant été enfouis dans un environnement riche en cendres. Cet individu aurait eu d'énormes difficultés à marcher et à se nourrir. Du point de vue de la survie,
il aurait représenté un fardeau pour le groupe. Pourtant, il a survécu plusieurs années malgré ses blessures, démontrant une fois de plus un fort esprit de solidarité. À titre de comparaison, le bétail qui broute dans les champs de cendres volcaniques meurt généralement d'une intoxication aiguë au fluor en quelques jours ou semaines. La survie d'Homo erectus après un tel impact témoigne de la bienveillance intentionnelle de ses congénères. Ces exemples probables de soins prodigués aux malades par Homo erectus révèlent une caractéristique importante de leur structure sociale. Au lieu d'abandonner les malades et les blessés, incapables de contribuer pleinement au groupe, comme on aurait pu s'y attendre d'une communauté uniquement préoccupée par sa survie immédiate, les membres de la tribu ont continué à les soutenir. Il semble que les groupes d'Homo erectus aient aidé leurs membres les plus vulnérables et leur aient permis de vivre, malgré de graves problèmes de santé. Ceci suggère de la compassion, des liens sociaux forts, et peut-être, à tout le moins, une compréhension rudimentaire du soin apporté à autrui, des qualités qui dépassent largement l'image stéréotypée d'un homme des cavernes brutales. Il apparaît que certaines de nos valeurs humaines les plus précieuses, comme le soin des malades et des faibles, pourraient avoir vu le jour il y a près de 2 millions d'années, bien avant l'apparition de notre espèce. Qu'est-il finalement arrivé à Homo erectus après près de 2 millions d'années de prospérité, une période presque inimaginable au regard de la courte histoire de notre espèce? Il a disparu des archives fossiles, mais les causes de son extinction restent un sujet de recherche et de débat. Il est probable qu'elle soit due à une combinaison de facteurs. La théorie dominante l'associe à une combinaison de changements climatiques et à la compétition avec des espèces humaines plus récentes et plus évoluées, telles que Homo heidelbergensis, les Néandertaliens, les Denisoviens et, finalement, l'homme moderne. Une équipe de chercheurs a découvert que peu avant son extinction, Homo erectus a perdu une part importante de sa zone climatique habitable. Cette découverte contribue à expliquer pourquoi l'espèce a finalement disparu après un règne si long. Les espèces prospèrent généralement lorsqu'elles disposent de vastes territoires interconnectés. Mais lorsque les habitats propices se réduisent et se fragmentent en petites poches géographiquement isolées, ce que les écologistes appellent un vortex d'extinction se met en place. Un processus irréversible menant à l'extinction. La réduction des zones propices a été causée par des changements climatiques drastiques. Les chercheurs ont conclu que l'Homo erectus a disparu lors de la dernière période glaciaire, qui a débuté il y a environ 115 000 ans. Il s'agissait probablement des périodes de froid les plus rigoureuses que l'espèce ait connues au cours de sa longue histoire évolutive, contrairement aux humains plus récents, tels que les Néandertaliens, qui ont développé des adaptations biologiques et culturelles spécialisées au froid extrême. Homo erectus ne semblait pas posséder la flexibilité mentale ni les innovations technologiques nécessaires pour survivre à des changements environnementaux aussi drastiques. Leur technologie de fabrication d'outils est restée pratiquement inchangée pendant des centaines de milliers d'années, ce qui témoigne d'un certain conservatisme dans leur réponse aux défis naturels. Le dernier refuge d'Homo erectus fut l'île indonésienne de Java, où il continua d'exister longtemps après son extinction ailleurs. Sa longévité à Java s'explique par la géographie et le climat unique de l'île. Du fait de sa proximité avec l'équateur, les températures y ont connu des fluctuations moins importantes durant les périodes glaciaires. De plus, l'isolement a protégé les dernières populations d'Homo erectus de la concurrence des espèces humaines plus évoluées qui se répandaient sur le continent asiatique. Mais finalement, même ce dernier refuge est devenu impropre à la vie. Avec le changement climatique, les zones boisées ouvertes de Java, familières à Homo erectus, ont progressivement cédé la place à d'épaisses forêts tropicales. Ces forêts,
posait des défis entièrement nouveaux en matière de chasse, de cueillette et de déplacement. Homo erectus, avec ses technologies et ses habitudes relativement inchangées, n'a peut-être pas été en mesure de les surmonter. Une étude controversée suggère même que la paresse et l'attachement excessif au mode de vie traditionnel pourraient avoir conduit à son extinction. Des chercheurs ont mis en évidence un site dans la région de la Sonde, en Indonésie, où Homo erectus fabriquait des outils à partir de pierres locales de faible qualité, plutôt que d'explorer des régions plus éloignées à la recherche de meilleurs matériaux pour des outils plus performants. Cette réticence à acquérir de nouvelles compétences ou à fournir des efforts supplémentaires pour obtenir de meilleurs résultats aurait pu lui être préjudiciable face aux changements environnementaux. Cependant, de nombreux paléoanthropologues ont critiqué cette interprétation, l'accusant d'appliquer des hypothèses modernes à des hominidés anciens ayant vécu dans des conditions et des contextes totalement différents. Il est important de comprendre que le terme « extinction » ne décrit pas nécessairement avec précision le sort d'Homo erectus. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs pensent qu'Homo erectus a non seulement disparu, mais qu'il a aussi, dans certaines régions, progressivement évolué en de nouvelles espèces d'hominidés, comme Homo heidelbergensis. Ce processus a probablement impliqué des croisements avec d'autres espèces humaines lors de rencontres. C'est ainsi que sont apparus des schémas complexes d'échanges génétiques que nous commençons seulement à comprendre grâce à l'analyse de l'ADN ancien. L'histoire d'Homo erectus soulève des questions fondamentales sur l'évolution humaine et les frontières entre les espèces. Au lieu d'une succession linéaire où chaque espèce remplace successivement l'autre, les découvertes révèlent de plus en plus un enchevêtrement complexe et ramifié de nombreux hominines qui ont parfois coexisté, rivalisé et se sont croisés. Homo erectus n'était ni une expérience ratée, ni une impasse, mais un fondement essentiel sur lequel s'est développée la diversité ultérieure de l'espèce humaine. Il existe une autre caractéristique remarquable d'Homo erectus que nous n'avons pas encore abordée, sa capacité d'adaptation à l'altitude extrême. Des découvertes récentes indiquent que Homo erectus a peuplé les hauts plateaux bien plus tôt qu'on ne le pensait. Des preuves archéologiques provenant du plateau tibétain montrent que des hominidés vivaient à des altitudes supérieures à 4000 mètres il y a déjà 1,6 million d'années, à l'époque où Homo erectus était l'espèce humaine dominante en Asie de l'Est. La vie à de telles altitudes représente un défi physiologique considérable. L'homme moderne, non adapté à la haute altitude, souffre d'hypoxie ou manque d'oxygène. Cela peut provoquer le mal des montagnes, une baisse des performances physiques, voire un œdème pulmonaire ou cérébral potentiellement mortel. Si Homo erectus a réellement survécu dans de telles conditions, il a probablement développé des adaptations biologiques à la diminution du taux d'oxygène. Ils auraient pu par la suite migrer vers les populations actuelles des hauts plateaux par métissage ou en raison d'une ascendance commune. La colonisation des hauts plateaux témoigne une fois de plus de l'extraordinaire capacité d'adaptation d'Homo erectus, qui a pénétré des régions apparemment inaccessibles aux hominines antérieures. Des littoraux aux montagnes, des forêts tropicales aux savanes ouvertes, il a prospéré dans une remarquable diversité d'habitats. Cette polyvalence a anticipé la dispersion mondiale des espèces humaines ultérieures. Un autre axe de recherche actuel concerne la relation d'Homo erectus avec l'eau. Outre les possibles voyages en mer mentionnés précédemment, certains chercheurs ont tenté d'expliquer certaines caractéristiques d'Homo erectus à l'aide de l'hypothèse dite du singe aquatique. Cette théorie controversée postule que certains traits humains, comme la quasi-absence de poils, la répartition du tissu adipeux sous-cutané et la capacité de retenir sa respiration, seraient apparus durant une période où les ancêtres de l'homme passaient beaucoup de temps en eau peu profonde.
pataugeant, nageant et se nourrissant de fruits de mer. La paléoanthropologie dominante rejette les versions les plus radicales de cette hypothèse. Cependant, de plus en plus d'éléments indiquent que les ressources côtières et fluviales ont joué un rôle important dans l'alimentation d'Homo erectus. Des sites situés sur d'anciens littoraux indiquent qu'il y a des centaines de milliers d'années, les humains consommaient déjà des coquillages, transformaient le poisson et exploitaient d'autres ressources aquatiques. Ces aliments abondants contenaient des protéines et des acides gras oméga 3, essentiels au développement cérébral, et qui ont pu constituer un avantage nutritionnel décisif. Certains chercheurs suggèrent que l'accès à ces substances bénéfiques pour le cerveau a contribué à l'encéphalisation, l'augmentation du volume cérébral caractéristique de l'évolution d'Homo erectus. Nous avons abordé en détail sa biologie et ses technologies, mais à quoi pouvait ressembler la vie émotionnelle et sociale de cette espèce? Nous ne saurons jamais avec certitude ce que ressentaient ces créatures disparues. Mais les découvertes archéologiques offrent plusieurs indices fascinants. Le soin apporté aux blessés et aux handicapés témoigne de liens sociaux qui dépassaient largement la simple survie. Le fait que les groupes d'Homo erectus aient soutenu les membres devenus incapables de se nourrir eux-mêmes suggère un attachement émotionnel et, peut-être, une entraide qui s'étendait au-delà du cercle familial immédiat. Certains sites suggèrent également l'existence de comportements rituels. La disposition des outils de pierre et des restes animaux sur les sites d'Homo erectus forme des motifs qui semblent intentionnels plutôt que purement pratiques. Il convient d'être prudent avant d'attribuer une pensée symbolique moderne à des espèces anciennes, mais de tels motifs pourraient être les premières manifestations de rituels qui renforçaient la cohésion du groupe et le sentiment d'appartenance. La possible collecte et modification d'objets sans but pratique évident, comme l'ocre et les objets supposément symboliques mentionnés précédemment, suggèrent qu'Homo erectus possédait peut-être les fondements mentaux de la perception esthétique, voire une pensée symbolique rudimentaire. Bien que ces capacités fussent probablement bien moins développées que chez l'homme moderne, elles auraient constitué une étape importante vers le riche univers symbolique et la culture des espèces humaines ultérieures. La question de la manière dont Homo erectus pouvait appréhender le monde qui l'entourait est particulièrement fascinante. Dépourvus de langage et d'écriture complexe, leurs idées reposaient principalement sur l'expérience directe plutôt que sur des catégories abstraites. Le savoir était étroitement lié à des lieux précis et se transmettait par la démonstration et l'imitation, plutôt que par des explications verbales détaillées. Certains archéologues cognitifs suggèrent que Homo erectus possédait ce que l'on appelle une culture mimétique, c'est-à-dire la capacité de transmettre des connaissances par des mouvements corporels intentionnels, tels que des gestes, la danse et des sons non-verbaux. Ce système, plus complexe que la communication des grands singes, mais plus simple qu'un langage pleinement développé, doté d'une syntaxe, permettait le partage des techniques de fabrication d'outils, des méthodes de chasse et des connaissances sur l'environnement. Cette capacité de représentation imitative pourrait expliquer comment Homo erectus a maintenu des traditions de fabrication d'outils relativement uniformes sur de vastes territoires et pendant de longues périodes. En l'absence d'instructions écrites ou d'explications orales complexes, la persistance de cette technologie pendant des centaines de milliers d'années suggère des méthodes efficaces de transmission des connaissances, fondées principalement sur l'observation et la répétition. La structure sociale des groupes d'Homo erectus reste sujette à conjecture, mais certains indices proviennent de comparaisons avec les grands singes, les chasseurs-cueilleurs modernes et des données archéologiques elles-mêmes. Le dimorphisme sexuel chez Homo erectus était moins marqué que chez les grands singes, mais les mâles étaient tout de même légèrement plus grands que les femelles. Ceci pourrait indiquer une certaine forme de dominance ou de rivalité entre les mâles. Cependant,
La chasse coopérative, comme en témoignent les découvertes sur des sites tels qu'Olargis et au Kenya, exigeait les efforts coordonnés de nombreux individus, et ce niveau de coopération est généralement associé à des relations plus égalitaires. Homo erectus vivait probablement en petits groupes flexibles à composition fluctuante, semblables aux sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, mais probablement moins complexes. Au sein de ces groupes, les connaissances relatives aux ressources, aux territoires et aux techniques étaient transmises par démonstration directe et s'accumulaient par l'expérience. Les aînés étaient sans doute des dépositaires précieux d'informations environnementales. Ils savaient où trouver de l'eau en période de sécheresse, quelles plantes étaient-ils comestibles à différentes saisons et comment prédire les migrations animales grâce à de subtils indices environnementaux. À mesure que nous reconstituons l'histoire d'Homo erectus à partir de fossiles et de vestiges archéologiques épars, une idée se dégage avec une évidence croissante. Ces créatures complexes et primitives ne différaient que très légèrement de leurs ancêtres simiesques. Dotées d'adaptations remarquables, d'une vie sociale développée et de capacités intellectuelles exceptionnelles, elles ont prospéré sur de vastes territoires pendant des périodes incroyablement longues. Leur héritage se perpétue non seulement dans les archives fossiles, mais peut-être aussi dans nos propres gènes et comportements. Des études génétiques récentes ont mis en évidence la présence de matériel génétique provenant d'hominidés archaïques au sein des populations humaines modernes, matériel qui ne correspond à aucune trace connue de néandertaliens ou de dénisoviens. Certains chercheurs suggèrent que ce matériel pourrait provenir d'Homo erectus et avoir intégré notre génome par le biais de croisements antérieurs à la divergence complète de notre espèce par rapport aux autres lignées d'hominidés. Si cette hypothèse se confirme, Homo erectus survivra en nous, non seulement comme espèce ancestrale, mais aussi comme source directe d'une partie de la diversité génétique de l'homme moderne. Son héritage culturel et technologique est encore plus profond. Nombre de technologies et d'adaptations fondamentales qui définissent l'humanité sont apparues ou ont évolué de manière significative au cours de la longue existence d'Homo erectus. La maîtrise du feu, les outils de pierre complexes, l'expansion des territoires et la chasse communautaire. À bien des égards, ils ont posé les fondements de toute l'évolution humaine ultérieure, en considérant le périple de 2 millions d'années d'Homo erectus à travers 3 continents et d'innombrables changements environnementaux. Nous comprenons mieux la brièveté de l'histoire de notre propre espèce. L'Homo sapiens moderne n'existe que depuis environ 300 000 ans, soit approximativement 15% de la durée de vie d'Homo erectus. Notre civilisation mondiale, avec ses villes, son agriculture et ses technologies numériques, n'a occupé que moins de 1% de cette période. Le succès durable d'Homo erectus nous le rappelle. La réussite évolutive ne dépend pas seulement de la sophistication de la technologie ou de la culture, mais aussi de la capacité d'adaptation et de résilience face au changement. À ce titre, il figure parmi les mammifères les plus prospères, et pas seulement parmi les hominidés, ayant jamais foulé la terre. Son histoire nous oblige également à repenser le sens du mot « humain ». Le récit traditionnel de l'évolution présente souvent une progression linéaire du primitif à l'avancée, chaque nouvelle espèce étant censée améliorer la précédente. Mais la paléoanthropologie brosse un tableau de plus en plus complexe et fascinant. Celui d'un arbre généalogique ramifié de multiples espèces humaines, chacune avec ses propres adaptations et capacités, qui ont tantôt rivalisé, tantôt croisé, formant ensemble la riche trame de l'évolution humaine. Homo erectus n'était ni une expérience ratée, ni un modèle imparfait pour l'humanité. Homo erectus
fut une espèce remarquablement prospère, parfaitement adaptée à son époque et à sa place dans l'histoire de l'évolution. Le fait qu'elle ait finalement cédé la place à d'autres espèces humaines, dont la nôtre, ne diminue en rien ses réalisations exceptionnelles, ni sa prééminence dans nombre de caractéristiques et de technologies que nous considérons aujourd'hui comme fondamentales pour l'humanité. Dans un monde où notre espèce est confrontée à des menaces naturelles sans précédent, du changement climatique à l'épuisement des ressources, l'histoire d'Homo erectus est à la fois source d'inspiration et de mise en garde. Son extraordinaire capacité d'adaptation lui a permis de survivre dans une grande variété d'environnements pendant une période presque inimaginable. Mais finalement, même lui a succombé à la combinaison de changements climatiques rapides et de la concurrence d'espèces technologiquement plus avancées. En réfléchissant à l'héritage d'Homo erectus, on pourrait suggérer que sa contribution la plus importante à l'évolution n'a pas été une technologie ou un trait particulier, mais plutôt le développement d'une nouvelle niche écologique que les anthropologues appellent la niche adaptative humaine. Cette place particulière dans l'écosystème terrestre exige le recours aux innovations culturelles et technologiques comme moyen de défense contre les aléas naturels, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des changements biologiques qui nécessitent généralement des milliers de générations. Homo erectus fut la première espèce à développer significativement cette méthode de survie propre à l'espèce humaine. Si les hominines antérieurs avaient déjà manifesté certains signes d'adaptation culturelle, Homo erectus porta cette stratégie à un niveau sans précédent, créant une variété d'outils, maîtrisant le feu, colonisant des environnements complexes et développant des systèmes sociaux permettant l'accumulation et la transmission des connaissances de génération en génération. Ce changement radical modifia fondamentalement le cours de l'évolution humaine. La sélection naturelle a commencé à exercer une influence croissante non seulement sur les caractéristiques physiques, mais aussi sur les capacités mentales et sociales, favorisant ainsi les innovations culturelles et leur transmission. Ce processus a créé une boucle de rétroaction entre l'évolution biologique et culturelle, donnant finalement naissance à notre espèce, dotée d'une capacité sans précédent en matière de pensée symbolique, de langage complexe et d'invention technologique. De récentes fouilles en Éthiopie ont mis au jour des preuves qui nous obligent à reconsidérer les conceptions traditionnelles des capacités d'Homo erectus. Les outils en pierre, les isgonies, témoignent d'un savoir-faire que l'on croyait jusqu'alors hors de leur portée. Leurs formes précises révèlent une sélection méticuleuse des matières premières et des techniques complexes de travail de la pierre, exigeant non seulement une grande dextérité manuelle, mais aussi une planification poussée et un raisonnement spatial aiguisé. L'ancienneté de ces découvertes est particulièrement remarquable. Ces outils sont vieux, d'environ 1,6 million d'années, ce qui signifie qu'Homo erectus a atteint ce niveau technologique bien plus tôt qu'on ne le pensait. Cela repousse l'émergence de la pensée complexe plus loin dans l'évolution humaine et démontre que les capacités mentales d'Homo erectus ont longtemps été systématiquement sous-estimées. La répartition géographique de ces outils perfectionnés révèle également des informations importantes sur les sociétés d'Homo erectus. Des traditions technologiques similaires ont été découvertes dans des régions très éloignées les unes des autres. Cela suggère l'existence d'une forme de transmission culturelle permettant la diffusion des innovations entre différents groupes d'Homo erectus. Ceci suggère également des liens sociaux et des contacts entre les groupes grâce auxquels les individus pouvaient échanger non seulement des technologies, mais aussi des partenaires, des informations sur les ressources et d'autres connaissances essentielles. Un autre aspect, souvent négligé de la vie d'Homo erectus, concerne ses relations avec les autres espèces. Outre la chasse et la défense contre les prédateurs, il apparaît que Homo erectus aurait pu s'adonner à une forme de prédomestication
les premiers pas vers des relations complexes entre l'homme et d'autres espèces, relations qui ont ensuite évolué vers une véritable domestication. Sur plusieurs sites d'Homo erectus, les archéologues ont découvert des assemblages inhabituels d'espèces animales, dont la présence ne peut s'expliquer par des causes naturelles. Il s'agit peut-être des premiers témoignages de la création par l'homme de niches écologiques destinées à attirer des animaux spécifiques. Par exemple, il est possible qu'il ait défriché la végétation ou créé des points d'eau pour attirer les proies recherchées. La reproduction ciblée, caractéristique de la véritable domestication, était encore loin d'être une réalité. Mais il pourrait s'agir là des premiers pas vers une intervention humaine dans l'évolution d'autres espèces. Un processus qui a fini par transformer les loups en chiens, les céréales sauvages en culture, et remodeler la biosphère terrestre de mille façons. Les implications cognitives d'une telle modification environnementale sont profondes. Elles suggèrent qu'Homo erectus comprenait, au moins partiellement, les relations de cause à effet à long terme et reconnaissait que si le terrain était modifié d'une certaine manière, les animaux recherchés s'y rassembleraient, hélas, deviendraient plus prévisibles et plus fructueuses. La capacité de transformer délibérément l'environnement fut une autre qualité qui permit à Homo erectus de surpasser les hominidés antérieurs. Au lieu de simplement s'adapter à la nature, il commença à employer une stratégie proprement humaine. Modifier l'environnement lui-même pour répondre à ses besoins. Cette approche a atteint son apogée dans la civilisation moderne, mais ses racines plongent dans le comportement des pionniers de l'Antiquité. La question de la conscience d'Homo erectus demeure l'un des aspects les plus fascinants et les plus énigmatiques de son existence. Nous ne pourrons jamais comprendre directement les expériences subjectives d'une espèce disparue, mais les vestiges archéologiques nous livrent des indices précieux sur son monde intérieur. Le degré de planification manifeste dans la complexité des outils utilisés témoigne de la présence de ce que les psychologues appellent la conscience autonoétique, la capacité de se projeter mentalement dans l'avenir et d'anticiper. Cette capacité à voyager mentalement dans le temps représentait un bond cognitif considérable par rapport à la conscience de la plupart des animaux, principalement tournés vers le présent. Le fait de prendre soin des membres blessés du groupe suggère également une certaine capacité d'empathie et, peut-être même, une théorie de l'esprit, c'est-à-dire la compréhension que les autres ont des pensées et des sentiments distincts des siens. La durée des soins prodigués, attestée par la cicatrisation des blessures sur certains restes, laisse penser que ces individus pouvaient comprendre la souffrance d'autrui et cherchaient à la soulager. On associe généralement ces capacités mentales et émotionnelles à une conscience développée. Plus intrigantes encore sont les indices d'une sensibilité esthétique et d'une possible pensée symbolique que l'on perçoit dans la collection de matériaux aux couleurs vives et dans les créations artistiques présumées. Un tel comportement suggère que les expériences intérieures d'Homo erectus ne se limitaient pas aux calculs nécessaires à sa survie. Peut-être développait-il déjà le sens du beau, la curiosité et l'émerveillement caractéristiques de la conscience humaine telle que nous la connaissons. Son monde intérieur était sans doute différent du nôtre, car il était dépourvu du soutien d'un langage complexe et du vaste bagage de connaissances culturelles qui façonne l'esprit humain moderne. Mais ce serait une erreur de considérer Homo erectus comme un automate mu par le seul instinct. Les découvertes archéologiques révèlent des êtres dotés d'une riche expérience subjective, de réseaux sociaux, d'un savoir accumulé et peut-être des prémices de la pensée symbolique. À mesure que de nouvelles preuves et des méthodes d'analyse plus sophistiquées émergent, notre compréhension d'Homo erectus continue d'évoluer. Les progrès méthodologiques récents nous ont permis d'extraire de nouvelles informations de fossiles étudiés depuis longtemps et ont profondément transformé notre vision de ce peuple ancien.
les techniques d'imagerie moderne, comme la microtomographie à rayons X, ont révélé la structure interne des os. Elles permettent d'étudier la croissance, la nutrition et l'état de santé, des aspects invisibles à l'examen externe. L'analyse isotopique des dents a permis de suivre les variations saisonnières et les changements alimentaires tout au long de la vie. L'étude des protéines anciennes complète désormais celle de l'ADN, fournissant des données moléculaires, même sur des restes si anciens qu'ils ne conservent plus de matériel génétique. Ces nouvelles méthodes ont transformé l'Homo erectus, autrefois perçu comme une figure relativement immuable et statique dans les manuels scolaires, en une branche vivante, diversifiée et complexe de l'arbre généalogique humain. Nous observons aujourd'hui d'importantes différences régionales, des changements évolutifs et des adaptations subtiles à différents environnements, offrant une image bien plus nuancée que celle dont disposaient les générations précédentes de chercheurs. À l'avenir, les nouvelles technologies promettent de transformer encore davantage notre compréhension. Des méthodes améliorées d'extraction d'ADN ancien pourraient un jour permettre d'obtenir du matériel génétique à partir de restes d'Homo erectus, malgré leur grand âge et leur conservation souvent médiocre. Ceci révélera des informations inédites sur leurs relations évolutives, les croisements possibles avec d'autres hominines et leurs adaptations génétiques à différents environnements. Parallèlement, la modélisation comportementale et d'autres approches informatiques nous permettent de tester des hypothèses sur la structure sociale, les déplacements et les relations écologiques d'Homo erectus, hypothèse qu'il est impossible d'étudier directement à partir des seuls vestiges archéologiques. Ce sont précisément ces approches, alliant archéologie traditionnelle, technologie de pointe et méthodes informatiques, qui représentent l'avenir de la paléoanthropologie. Quelles leçons de l'histoire d'Homo erectus peuvent nous aider à comprendre l'avenir de notre propre espèce? La conclusion la plus troublante est peut-être que même un succès évolutif remarquable ne garantit pas la survie éternelle. L'Homo erectus a prospéré pendant 2 millions d'années, une période incomparablement plus longue que toute l'histoire de notre espèce, avant de disparaître, incapable de s'adapter aux pressions simultanées du changement climatique et de la concurrence. Ce phénomène nous rappelle avec force que même les espèces les plus adaptables demeurent vulnérables. Notre civilisation mondiale est confrontée à des menaces sans précédent: le changement climatique, l'épuisement des ressources et le déclin de la biodiversité. Les fossiles nous rappellent qu'aucune espèce, aussi prospère soit-elle, n'est à l'abri des bouleversements environnementaux. Mais l'histoire d'Homo erectus est porteuse d'espoir. Son extraordinaire capacité d'adaptation lui a permis de développer des techniques de survie qui ont finalement conduit à l'émergence de notre espèce. Il a démontré le pouvoir de l'innovation culturelle, de la coopération sociale et du développement technologique pour surmonter les difficultés naturelles, des stratégies qui peuvent nous aider à relever les défis modernes. La différence fondamentale réside dans la rapidité du changement. Homo erectus a été confronté à des changements environnementaux qui se sont étalés sur des milliers d'années. Par conséquent, l'humanité a eu le temps de s'adapter culturellement et biologiquement. Aujourd'hui, le changement climatique d'origine humaine se produit à une vitesse sans précédent dans notre histoire évolutive, condensant en quelques décennies des processus qui prendraient normalement des millénaires. Cela exige un niveau de prévoyance, de coopération mondiale et d'ingéniosité technologique auquel l'histoire évolutive ne nous a pas préparés. Mais les germes de ces capacités ont été semés par Homo erectus, lorsqu'il a élargi la niche adaptative humaine et l'a complétée par des défenses culturelles et technologiques contre les changements environnementaux. En ce sens, nous devons notre capacité à relever les défis actuels aux innovations maîtrisées par nos ancêtres il y a près de 2 millions d'années.
leur héritage perdure non seulement dans nos corps et, peut-être, dans nos gènes, mais aussi dans une stratégie spécifiquement humaine permettant de dépasser les limites biologiques grâce à la culture et à la technologie. Pour conclure notre récit sur Homo erectus, revenons sur l'étonnante durée de son existence. Pendant près de 2 millions d'années, une période si vaste qu'elle est difficile à concevoir, ces créatures ont foulé la Terre. Elles ont survécu à d'innombrables générations, aux ères glaciaires, au bouleversement du paysage, ainsi qu'à l'apparition et à la disparition de nombreuses espèces animales. Ils se sont répandus sur 3 continents, se sont adaptés à des conditions allant des forêts tropicales aux hauts plateaux et ont mis au point des technologies pionnières qui ont changé le cours de l'évolution humaine. Leur histoire n'est pas une simple note de bas de page dans les annales du développement humain, ni une introduction rudimentaire à l'émergence de notre espèce. Ce chapitre, parmi les plus réussis de l'histoire de l'évolution humaine, témoigne de l'adaptabilité, de la résilience et de l'ingéniosité remarquables de nos ancêtres. L'étude d'Homo erectus nous permet de mieux comprendre non seulement les origines de l'humanité, mais aussi ce que signifie la réussite humaine d'un point de vue évolutionniste. Le véritable héritage d'Homo erectus réside non seulement dans les fossiles et les outils qu'il a laissés, mais aussi dans les capacités humaines fondamentales qu'il a initiées, telles que l'innovation technologique, la coopération sociale, l'adaptation à l'environnement et la transmission culturelle du savoir. Ces capacités, perfectionnées et développées au fil de l'évolution, constituent encore aujourd'hui le fondement de l'humanité moderne. Alors, la prochaine fois que vous allumerez un feu pour cuisiner, utilisez cet outil pour résoudre le problème. Adaptez votre comportement aux nouvelles conditions ou partagez vos connaissances avec autrui. N'oubliez pas, toutes ces capacités ont été développées pour la première fois par Homo erectus il y a près de 2 millions d'années. Ces innovations évolutives continuent de se faire sentir à travers le temps, nous reliant à un passé lointain et guidant l'humanité dans son cheminement vers l'avenir.